Claire Desrosiers, directrice générale de la CASA Bernard Hubert, merci d'avoir accepté notre invitation pour l'entrevue dans le cadre du projet Liaison Info-Ressources. Ça me fait grand plaisir. Claire, j'aimerais ça que tu nous expliques un petit peu la mission de la CASA dans ses différents volets. En fait, notre organisme est voué à la réinsertion sociale des personnes en situation d'itinérance. Alors, donc, on a deux volets de service, deux points de service. D'abord, il y a la CASA. La CASA, c'est un centre d'hébergement où on accueille des hommes, 20 hommes, qui partagent des chambres. Alors, ils sont en cohabitent, c'est ça, dans une chambre. Et donc, c'est une vie communautaire. Il y a des appartements ou des pièces qui sont communes, bon, etc. Et tout ça. C'est plus communautaire. Ici, notre objectif, c'est vraiment de permettre d'initier un changement, de prendre conscience du potentiel de la personne, de stabiliser la personne, d'identifier, par exemple, les acquis que cette personne-là et de consolider certains acquis pour, justement, entamer un processus de changement. Donc, la personne commence à identifier son projet de vie, commence à identifier des patterns, des scénarios répétitifs qui la mettent en échec, ce qui fait en sorte qu'on commence à travailler avec la personne ici. Ce qu'on a identifié dans notre modèle dont je parlerai un petit peu plus tard, c'est il y a peut-être deux façons de voir l'itinérance. En fait, il y en a plusieurs, mais nous, ce qu'on a décidé, sans mettre de côté les facteurs structuraux ou les facteurs plus environnementaux, on a décidé de toucher ou de s'attaquer aux éléments plus personnels de la personne parce que c'est avec lui qu'on travaille. Alors donc, on va aider la personne à justement défaire ses patterns, identifier son propre potentiel, puis on part avec ça. Et donc, c'est ici, à la CASA, que ça part. Et les personnes peuvent demeurer ici pendant une période de 6 mois. Dans le fond, c'est tant et aussi longtemps que c'est utile, mais sans dépasser 6 mois. Okay. Il y a aussi le relais. Le relais, c'est pas une obligation de passer par la CASA pour aller au relais. Okay. Mais c'est autre chose. Le relais, c'est plus l'expérimentation de la vie autonome en logement. Là, ce sont des appartements transitoires où la personne peut demeurer un maximum de 30 mois. C'est toujours tant et aussi longtemps que c'est utile sans dépasser 30 mois. Là, il y a plus d'autonomie en logement. Donc, il y a 22 unités, il y a 22 appartements qui sont divisés en 41 unités de logement. Okay? Donc, les gens peuvent être en colocation, ils peuvent aussi être en famille parce qu'on accueille des hommes avec ou sans enfants. Donc, quand les hommes sont seuls, ils sont en colocation. Et quand ils ont accès à leurs enfants, soit par des droits de visite, soit parce qu'ils ont la garde légale de leurs enfants, ben là, ils peuvent soit avoir un appartement complet, un 4,5 où ils accueillent, ils ont une chambre réservée pour leurs enfants, avec ou sans subvention, parce que tous nos appartements sont susceptibles d'avoir une subvention du programme d'accès, Accès Logis, supplément de loyer. Alors, dépendamment des revenus de la personne. Alors, donc, c'est ça. Alors, nous, on travaille dans ces appartements-là avec ces hommes-là, dans le fond, dans la consolidation de leurs acquis. On va un petit peu plus loin. Dans le fond, en 30 mois, parce que c'est long. Alors, donc, ce que la personne a identifié comme potentiel, c'est là, comme acquis, on va travailler avec elle pour qu'il y ait un maintien de ces acquis-là. C'est sûr qu'on va aller beaucoup plus loin au niveau de l'identification des patterns, des scénarios qui la mettent en échec. On va travailler sur ses croyances ou comment je peux dire, donc ses ambitions, ses rêves, et son projet de vie, bien sûr. Mais on va, justement, parce que c'est ce qui porte la personne en avant, c'est ce qui la motive à aller plus loin, etc. Mais on va aussi, bien sûr, voir qu'est-ce qui la met en échec là-dedans, puis comment on peut l'accompagner dans ce processus de changement-là. Et ça, dans les deux points de service, on travaille toujours dans cette optique-là, parce que c'est ce qui est plus difficile à travailler. Tu sais, on a tous nos patterns, on a tous nos habitudes.
Et puis, c'est très long et compliqué de changer les habitudes. Alors donc, quand c'est des scénarios qui te mettent en échec depuis longtemps et que tu as une histoire de vie qui t'a mis justement parce que tu viens, bon, tu n'as pas nécessairement eu l'éducation, la famille, le support nécessaire justement pour actualiser ton potentiel. Fait que c'est sûr que tu pars de plus loin parce que tu as beaucoup tu sais, comme de beaucoup, pas handicap, là, mais je veux dire, de beaucoup de, tu sais, tu traînes un passé peut-être plus lourd que d'autres personnes, bien évidemment. Alors donc, il y a beaucoup de choses à défaire, mais à reconstruire souvent. Prendre conscience, puis... Tout à fait. Alors, c'est avec ça qu'on travaille. Nous, ce qu'on a décidé, parce que ça, c'est quelque chose qui est moins connu, puis qu'on a travaillé pendant des années, c'est notre modèle d'intervention. Okay. On a travaillé pendant, je dirais, 8 ans à construire ce modèle-là, dont 2 ans d'écriture. Alors, puis on est allé le présenter dans un congrès international, on est très fiers de ce projet-là, et c'est beaucoup axé sur, justement, toute la question de la co-construction. On travaille ensemble, OK? Avec une personne, l'intervenant a sa responsabilité, le résident a aussi sa responsabilité, ils choisissent ensemble ce sur quoi ils vont travailler. Par exemple, ils ne travailleront pas sur tous les aspects de la personne, mais ce sur quoi ils sont à l'aise de travailler ensemble et ils vont se définir des cibles de changement. Et ça, il faut qu'ils s'entendent là-dessus. Donc, chacun a la responsabilité. Qui fait quoi dans ce processus-là? Bien, chacun a sa responsabilité là-dedans. C'est sûr qu'on travaille aussi avec 4 piliers bien importants. Puis, je dirais que ce modèle-là, c'est un modèle qu'on utilise de façon transversale à travers toutes nos opérations. Alors, quand on dit, par exemple, dans nos 4 piliers, on a l'engagement, l'autonomie, la sécurité et la stabilité, dans toutes nos décisions, que ce soit au niveau de l'intervention, dans nos relations avec le résident, dans nos relations avec nos employés, dans nos relations avec le conseil d'administration et dans nos relations avec nos partenaires, on va agir comme ça. Pour moi, c'est comme bon, et c'est par exemple au niveau de l'engagement, par exemple, comment on s'engage, on est impliqué, on n'est pas juste en attente on agit, on prend un leadership, on est motivé à faire un changement. Parce que c'est ça, notre modèle est axé sur le processus de changement, on vise le changement. Alors, la transformation sociale, ça en fait partie, bien évidemment, la transformation de l'individu, ça en fait partie, la transformation de nos propres personnes, même à l'intérieur de l'organisation, ça en fait partie aussi. L'autre élément important dans notre modèle, c'est toute la question de l'évaluation continue. Est-ce qu'on est à la bonne place? D'abord, est-ce qu'on a un client? Est-ce que le résident est impliqué dans sa démarche? Est-ce que nous, on est impliqués avec le résident? Parce que des fois aussi, on n'a pas toujours le goût d'être impliqué. Alors donc, il faut qu'il y ait un fit, un match. Alors donc, est-ce qu'on est à la bonne place? Est-ce qu'on a les bons outils? Est-ce qu'on a les bonnes stratégies? Où est-ce qu'on s'en va ensemble? Est-ce qu'on est pertinent pour la personne dans son processus de changement? Alors donc, c'est là où on se remet toujours en question. Avec ce modèle-là, ça nous a incité à changer tous nos outils d'intervention. Puis tous nos outils corporatifs aussi. On a changé notre code d'éthique, qu'on appelle maintenant un code de conduite. On a changé nos outils d'évaluation. Nos plans d'intervention ont été modifiés. Nos conditions de travail aussi ont été modifiées dans l'optique de justement s'arrimer avec ces principes-là d'engagement, d'autonomie, de sécurité puis de stabilité. Alors donc, c'est un modèle pour lequel on était particulièrement fiers, puis que ça prend du temps à changer dans une organisation, ça prend du temps à intégrer un modèle, puis l'intégrer dans tous les aspects, c'est ça, comme tu as dit, dans la culture de l'organisation. Puis je te dirais que je pense qu'après 3 ans, en tout cas, on a un bon bout de fait, puis je suis très contente, puis je te dirais que c'est quelque chose qu'on a fait ensemble avec l'équipe. On l'a co-construit ensemble, on a eu des arguments, puis des discussions
philosophique et pratico-pratique aussi. Puis, ben, je pense que ce modèle-là fait consensus dans notre organisation. Puis, il fait maintenant partie de notre quotidien. Fait qu'on est très content de ça. J'allais te poser la deuxième question. Y a-t-il des aspects de votre organisation qui sont moins connus? Y a-t-il des aspects de votre expertise qui sont sous-utilisés par les partenaires? J'ai l'impression que ça n'est un des aspects. Pourrais-tu nous en parler? Ben, moi, je pense que oui, puis je te dirais humblement, parce que, je veux dire, on n'a pas la prétention d'avoir la vérité absolue. Nous, on a travaillé sur cet outil-là parce qu'on le croyait, on croyait fermement, puis on croit encore que ça ajoute, ça consolide, ça oblige à une cohérence dans notre intervention et dans notre façon d'être et de faire à l'intérieur de l'organisation. Puis je te dirais, autant les membres du conseil d'administration, quand ils prennent leurs décisions, que au niveau, par exemple, de notre intervention dans le pratico-pratique, ben c'est ça qui guide. Tu sais, par exemple, on a refait les conditions de travail des employés. Ben pour nous, c'était important d'assurer la stabilité et la sécurité de l'équipe de travail, de développer leur potentiel, leur permettre de se dépasser, d'avoir envie de se dépasser, puis d'être engagé dans l'organisation pour assurer, je te dirais, une stabilité dans l'emploi. Stabilité, cohérence. Oui, puis tu sais, comme bon, on veut les retenir, nos employés, puis ça, les conditions de travail nous ont permis, tu sais, comme bon, en tout cas, je veux dire, ça reflète notre souci, tu sais, comme de retenir, puis de susciter l'engagement de nos employés. Et donc, c'est partout dans l'organisation, puis c'est ça qui est le fun, puis en partant, bien évidemment, dans nos relations avec notre clientèle. Tu sais, c'est ça. Ben, moi, je pense que tout le travail fait, tout le processus, toute l'expérimentation, comme tu as dit, en toute humilité, je pense que ça en est un des aspects où certains organismes qui se posent des questions sur leur façon de faire pourraient facilement bénéficier du travail qui a été fait ici, puis venir, j'oserais dire, faire une petite jasette pour s'inspirer dans leur propre travail. Ben, je pense que ça en est un des aspects importants. Puis nous inspirer aussi parce que on veut qu'ils grandissent, ce modèle-là. C'est sûr qu'on veut pas tout défaire puis changer les affaires. Là, on vient, ça fait 3 ans, c'est encore un petit bébé, là. Bon. Mais c'est sûr qu'on veut l'enrichir, on veut le faire grandir, on veut le faire évoluer, ce modèle-là. Fait que c'est sûr que on a envie d'être challengé, là, tu sais, comme par rapport à ça, pour justement aller ailleurs encore, là, tu sais, c'est comme bon. Puis ce que je sens, c'est que c'est ça, c'est fait dans un esprit, j'utiliserais le terme d'optimiser l'impact, d'optimiser la capacité d'aide pour que justement, au bout de la ligne, les gars qui transitent par vos 2 volets puissent avancer un petit peu plus loin. L'intention est vraiment géniale. Ben nous, on est parti du fait qu'on se disait, comment je peux dire, on avait ce gros complexe-là de travailler avec la récurrence. On se disait, ben voyons donc, on encourage les portes tournantes, les gens reviennent ici, comment ça se fait? Puis on avait un sentiment d'échec. Fait qu'on s'est dit, on va justement commencer à travailler là-dessus. Puis ce qu'on a découvert, c'est comme ce qu'il y avait de récurrent, par exemple, dans les patterns, ben on s'est dit, on va l'utiliser comme levier d'intervention. Plus la personne revient dans nos services sans que ça soit, tu sais, comme on ne voudrait pas qu'il parce que c'est des jours réguliers ici, mais à chaque fois que la personne revient dans nos services, on constate par exemple qu'on le connaît mieux, on peut repartir de la même place puis aller plus loin, parce que c'était ça avant. La personne revenait dans nos services, on recommençait à la même place. Fait qu'on se disait, ben voyons donc, dans le fond, on encourageait la récurrence. La personne revenait, puis nous autres, on repartait de la même place. Fait que tous les deux, on était récurrents. Fait que là, on va plus loin. En tout cas, on souhaite. Partez de où était rendue la personne. Oui, c'est ça. On va ailleurs. On l'amène ailleurs. Puis on va avec elle, là. Au niveau de votre vie associative, au niveau du bénévolat, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ces aspects-là, de l'impact que ça peut avoir, autant sur l'organisme à l'interne que sur les gens qui s'impliquent? Bien, c'est sûr qu'on souhaite avoir des gens impliqués.
toujours une 60aine de bénévoles qui tournent autour de nos organisations à tous les niveaux, là, tant au niveau du conseil d'administration qu'au niveau de la cuisine, au niveau de la présence auprès des résidents. La chaise, elle fait beaucoup de bruit, mais ça fait rien. On va s'en accommoder. Au niveau de l'accueil, au niveau du téléphone, etc. Donc, oui, il y a différentes façons qu'une personne peut être impliquée ici. Ce qu'on souhaite aussi, puis qui est plus difficile à faire, c'est d'impliquer les résidents dans leur propre vie associative. Des fois parce qu'ils ont beaucoup de choses à travailler sur pour eux-mêmes, ouais. Et des fois aussi parce qu'ils ont comme pas un ego, mais une estime de soi qui est comme en dessous de zéro, fait que c'est sûr qu'ils s'est rebâti, fait que bon, ils sont pas conscients du potentiel qu'ils ont, fait qu'il faut commencer par travailler ça, mais en tout cas, on essaye le plus possible de les impliquer dans justement cette vie associative-là. On a un comité des loisirs ici, par exemple, on a un comité d'accueil, c'est-à-dire qu'un délégué d'accueil, à chaque fois, qui est jumelé avec un résident qui un nouveau résident, par exemple. Fait que ça aide. On a un comité des tâches, par exemple, qui va s'assurer, par exemple, que les tâches sont bien faites, puis bon, encourager les autres résidents à les faire. Tu sais, il y a différents comités qui sont mis en place ici pour justement susciter la vie associative. On y croit, ça fait partie, tu sais, comme de notre façon d'être. Quand on parle de bénévolat, on parle aussi de gens qui sont sur des programmes d'employabilité. Tu sais, comme les programmes PASS, par exemple, on accueille plusieurs personnes, puis je te dirais qu'on a pas mal de succès avec ces gens-là parce que on y croit en leur potentiel, même si eux, des fois, ils y croient pas tout le temps. Puis, je trouve que c'est un milieu propice, puis je trouve que c'est très complémentaire à notre mission d'intégration. Les stagiaires, la même chose aussi, parce que, je veux dire, ça fait partie d'une implication, même s'il y a comme un intérêt académique en arrière, il y a comme quand même une implication de ces gens-là aussi dans notre organisation. Bref, tous les moyens, les différentes façons de s'impliquer, ils sont utilisés, on est ouvert à ça. Donc, de par les différents volets de votre organisation, il y a plusieurs opportunités pour que les gens puissent s'impliquer. Et as-tu observé quel effet ça a sur eux? Puis la question que je me posais, y a-t-il des gens qui sont passés dans un premier temps peut-être par recevoir des services, puis qui ont continué de graviter autour de votre organisation? Ça existe-tu, ça? Oui, c'est sûr. Mais nous, oui, ça existe. Puis je trouve que c'est un petit peu comme il y a une valorisation qui est là pour la personne. Mais je te dirais que, très humblement, on a un peu résisté à ça au cours des années parce qu'on se disait, attends un petit peu, la personne qui vient dans nos services puis que là, qui devient bénévole, si elle a encore besoin de nos services, comment on va faire la différence, puis lui ici, comment il va faire la différence, etc. Puis, à un moment donné, on s'est dit, mais regarde, en tout cas, si on veut être conforme à notre modèle, je veux dire, il y a un processus d'engagement, ben cette personne-là, si elle est prête à s'engager, regarde, on va l'aider à le faire, puis on s'organisera pour garder cette distance-là, ou cette comment je dis, association-là, ou comment on appelle ça, donc c'est-à-dire que ce professionnalisme-là, ou je sais pas trop quoi, là... Puis bien distinguer les rôles, voilà. Pendant que la personne est à revenir en service, ben là, on part dans l'autre chapeau. Oui, moi j'ai toujours dit, plus on mature, puis plus on est capable de prendre des risques. Ouais. Alors, comme organisation, on a maturé par rapport à ça, ces différents aspects-là du bénévolat, qui fait en sorte que, ben oui, on est plus capable de dealer avec des différentes formes de bénévolat, puis d'être capable de différencier les rôles, par exemple, entre l'aidant et, tu sais, c'est comme l'organisation qui accueille un nouveau bénévole. Et voilà, c'est là. Au niveau je dirais du travailler ensemble, vous êtes présent dans plusieurs lieux de concertation, vous êtes impliqués sur le terrain. Est-ce qu'il y a des aspects du travail collectif que tu as observé, que tu dis, ben peut-être qu'il y aurait des lieux d'amélioration? C'est quoi ta réflexion par rapport à ça?
Ben, je te dirais qu'il y a deux choses que je vois là-dedans. Malgré que ça, avec la TIS, la table d'itinérance Rive-Sud, on commence à développer ça de plus en plus, ce réflexe-là de travailler ensemble. Puis dans nos organisations, puis pas juste les directeurs, c'est ça, là-dedans, des fois, les directeurs sont impliqués dans les tables de concertation, ils échangent entre eux, mais les intervenants n'ont jamais échangé entre eux durant ce temps-là. Fait qu'en quelque part, il y a comme un gap, ou je sais pas trop, il y a comme il y a quelque chose d'incohérent là-dedans. Je te dirais que ce qu'on est en train de développer ici, puis bon, tu sais, comme à petits pas, c'est ce réflexe-là. Ne travaillons pas tout seul. Par exemple, je sais pas, on a un résident qui arrive ici, ben c'est important, par exemple, s'il est engagé à virage, ben d'appeler son intervenant en virage, bien sûr, toujours avec l'autorisation de la personne. Mais dire comment on peut être complémentaire, par exemple, au virage, comment on peut être complémentaire avec ce qui se fait avec l'équipe de santé mentale, par exemple. Peu importe les partenaires qui sont impliqués, c'est important de développer ce réflexe-là. On l'a pas tout le temps. Parce que c'est le fun de travailler dans notre petite organisation, c'est sécurisant, puis c'est stable. De prendre le téléphone puis d'appeler quelqu'un, on se met à risque, en quelque part, de se faire confronter, de ne pas avoir les informations qu'on voudrait, de ne pas avoir la collaboration qu'on voudrait. Bref, c'est un risque d'appeler et d'être en relation avec d'autres organismes ou d'autres personnes. Puis ça, il faut le développer parce que c'est toujours dans l'intérêt de la personne de mieux desservir cette personne-là que, bon, on a à développer ces réflexes-là de travailler ensemble, puis d'accepter aussi qu'on travaille différemment en complémentarité. C'est correct. Fait que plus on va développer ce réflexe-là sur le terrain, pas juste les directeurs, mais aussi les directeurs. Tu sais, ça se fait à tous les niveaux. Alors, de travailler ensemble, puis d'accepter nos différences, puis puis d'évoluer ensemble, parce que bon, la co-construction qu'on a dans notre modèle, ben il faut l'avoir aussi sur le terrain, puis on souhaite, en tout cas, tu sais, comme bon, on est souvent confronté à ça, mais il faut se remettre en question par rapport à ça. Je suis en train de co-construire ou je suis en train de co-détruire? Alors donc, c'est ça. Il faut toujours être conscient de ça, qu'on est en train de co-construire avec nos partenaires, puis de les utiliser le plus possible dans le plan de service de la personne qu'on dessert. Ça, c'est la première chose. L'autre, c'est toute la connaissance, les connaissances ou les outils qu'on a. Exemple, OK? Dernièrement, on a refait les conditions de travail des employés. Bon, moi, ça m'a pris, avec un comité, plusieurs heures de réunions. On s'est, tu sais, c'est comme on a discuté. Il y a eu, j'ai fait et d'autres ont fait des recherches sur Internet pour avoir les meilleures pratiques, etc. Puis OK, mais on l'a fait ça, ce travail-là. On a pris des heures à le faire. Puis là, il y a une petite gêne. Est-ce que, tu sais, c'est comme on envoie-tu ce document-là, on le partage-tu à d'autres? Comment ça va être reçu? Ça va-tu avoir l'air prétentieux? Tu comprends-tu ce que je veux dire sur ça? Et à l'inverse, je suis un petit peu gênée. Est-ce que je devrais demander, tu sais, c'est comme bon, y a-tu d'autres qui auraient développé tel outil par rapport à tel problème que je suis en train de vivre? Un appel à tous, là. Des fois, j'ai le réflexe de le faire, mais tu sais, je suis un petit peu gênée. Comment ça va être reçu que je demande, tu sais, comme à mes partenaires de m'aider dans un problème, tu sais, comme que j'ai un problème de gestion, je sais pas trop, là. Tu comprends-tu? Oui, je comprends très bien. Fait que ça, pour moi, c'est comme un petit peu comme ce que j'appellerais, tu sais, comme le développement d'une communauté de pratique. On échange nos affaires, on échange nos connaissances, on échange nos outils, tu sais, pour pas que l'autre ait à refaire, tu sais, inutilement tout ce travail-là. Puis je te dirais que je me souviens puis on échange nos expertises aussi. J'ai, à un moment donné, un exemple de ça avec Nancy de la Maison de Jacques Ferron. On avait échangé, fait un échange d'une journée, nos intervenants, un intervenant. C'est le fun parce que nos intervenants ont pu avoir cette expertise-là, tu sais, c'est comme bon, de la Maison Jacques Ferron. Et à l'inverse, on est venu voir qu'est-ce qu'on fait, puis on est partis tous les deux enrichis, là, de nos deux organisations. Fait que pour moi, ça,
ça a développé à optimiser. Ah oui, je trouve que c'est comme, tu sais, comme arrêtons, défaisons pas les barrières ou les petites gênes, là. Tu sais, c'est comme bon, puis là, je m'inclus là-dedans parce que, tu sais, je parlais de ça tantôt, là, tu sais, comme cette petite gêne-là qu'on a à demander de l'aide ou à dire, ben moi, j'ai quelque chose à offrir, tu comprends-tu? C'est comme, ça, pour moi, c'est bien important. Je suis content que tu le ressoulignes. C'est sorti à une autre reprise dans les entrevues. Et, tu sais, on disait ça autrement, on parlait de favoriser l'entraide interorganisme. Oui. On parle souvent des groupes d'entraide, on parle souvent des résidents ou des participants qui développent cette entraide-là. Mais est-ce que nous, comme organisme communautaire, on peut aussi développer ce sentiment-là sans en être gêné, mais de façon un peu plus naturelle, de dire, ben, regarde, tu as fait un bout de travail, peux-tu me le partager ou m'aider à faire mon bout de travail? Parce que je pense qu'effectivement, c'est une belle piste d'amélioration. Ben, il y en a, puis tu sais, j'ai pas réinventé la roue. Il y a déjà quelques conseils là, communautaires à la CDC qui, à mon avis, est sous-utilisé parce que, puis, tu sais, ça devrait rouler, on devrait, tu sais, comme être, comme, je sais pas, moi, s'impliquer là-dedans ou offrir des choses. En tout cas, mettons que c'est une plateforme qui pourrait être intéressante puis plus utilisée. Voilà, on a développé cette culture d'entraide interorganisationnelle. Moi, j'appuie ton propos là-dessus. Oui, tout à fait. Y a-t-il d'autres aspects, Claire, que tu aimerais nous partager par rapport à vos différents volets ou c'est quelque chose qui te vient? Ben, je pense que le domaine de l'itinérance, c'est quelque chose qui est comme, est comment je peux dire, un concept qui est comme vraiment, ben, moi j'aime ça fait 13 ans que je travaille dans le domaine, puis j'adore ça, je trouve que, tu sais, c'est comme ces personnes-là nous apprennent sur la résilience, et moi j'en suis vraiment toujours épatée, la résilience de ces personnes-là, le potentiel que ces personnes-là ont, puis dont ils sont souvent pas conscients, je trouve ça bien malheureux souvent, mais en tout cas, ça motive à développer ça. Je te dirais que on a, je pense qu'on a à, comment je peux dire, enrichir notre connaissance par rapport à ce phénomène-là. Il y a différentes initiatives qui sont un petit peu partout développées, puis qui sont, tu sais, comme le Housing First, par exemple, avec lesquels on se bat, je te dirais pas se bat, mais je veux dire, Il a été parachuté, qu'on a à vivre avec. Oui, effectivement, mais il y a certainement des éléments intéressants à développer là-dedans, même si il y a des éléments que, tu sais, comme d'emblée, ça va à l'encontre de notre modèle, mais il y a les deux. Je pense qu'on a à s'enrichir dans nos différences, parce que tout le monde pense pas pareil, d'aller justement, tu sais, comme collectivement, à développer notre connaissance du phénomène de l'itinérance. Je pense qu'on n'a jamais fini d'apprendre dans ce domaine-là. Voilà. Excellent, belle conclusion. Alors, Claire Desrosiers, merci pour ton temps. Merci, ça me fait grand plaisir. Au plaisir.